C'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cet événement. Au cours de la cérémonie, j'accueillerai Nathalie Hubert, qui vous a fait l'honneur d'être la marraine de votre promotion et qui vous témoignera de son engagement personnel à vos côtés pour vous permettre de construire votre parcours dans une filière nucléaire qui offre de très belles opportunités et de passionnantes carrières. Et pour témoigner de ses perspectives et de ces grands défis qui vous attendent, elle animera une table ronde s'entourant d'industriels de la filière nucléaire que je remercie chaleureusement de leur participation. Nous procéderons ensuite à votre remise individuelle des diplômes. Et pour finir, nous nous retrouverons autour d'un cocktail, moment de partage, d'échange avec vos familles et nos partenaires industriels, ainsi que toute l'équipe du Génie atomique. Je passe à présent la parole à Philippe Correa, directeur de l'INSTN. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à l'INSTN pour une après-midi, je crois, qui va être certainement marquée par la bonne humeur, on va dire aussi une certaine élégance. Ça fait longtemps que j'ai vu autant de nœuds papillons. On voit aussi que c'est une promotion quand même qui est très engagée, puisqu'il y a déjà un blessé, semble-t-il, que j'espère droitier. Voilà, mais il a l'air de s'en sortir comme à peu près. Hein. Bonne humeur aussi. Bon, très bien. Bon, enfin, c'est une après-midi pleine de bonne humeur, mais aussi avec pas mal de solennité, hein, parce que c'est un moment important pour nous tous, mais en particulier pour les diplômés. Une cérémonie de diplôme, c'est quand même un moment très important dans une vie d'étudiant et de pré-professionnel. Alors, comme vous le savez, le diplôme du génie atomique, c'est un diplôme qu'on appelle phare de l'Institut. C'est un diplôme qui guide, quelque part, beaucoup d'évolutions de l'Institut. Et cet Institut, je vais vous donner quelques informations, hein, même vous le connaissez bien. Bon, l'Institut, l'INSTN, a une particularité, c'est qu'il est vraiment un établissement d'enseignement supérieur et un organisme national de formation, c'est-à-dire environ 50% d'activité sur l'académique, 50% vers, disons, la formation professionnelle continue. Et c'est très important parce que l'INSTN, c'est un vecteur de transmission. C'est un pont entre les savoirs, entre les connaissances qui viennent de toutes les unités, les entités, les entreprises dans lesquelles il y a de l'expertise, il y a des connaissances. Et en premier lieu, évidemment, le CEA, auquel nous sommes donc adossés. Et le CEA, c'est quand même la référence en R&D pour tout ce qui est nucléaire, industriel, application de la santé, les énergies alternatives, non seulement en France, mais également à l'étranger. Et cette mission de pont, de transmission, de vecteur qui est représentée par, on va dire, tous nos diplômes, on le fait pour développer les compétences, donc transmettre les savoirs, pas uniquement pour que vous ayez des savoirs, mais également des compétences. Et on le fait parce que notre objectif, c'est par l'agrégation de toutes ces compétences, une fois que vous serez donc recruté dans des entreprises, que vous participiez à l'augmentation à l'accroissement de la compétitivité des entreprises pour les entreprises qui sont insérées dans son environnement économique, souvent compétitif, mais également pour les étudiants qui seront recrutés parmi les institutions, les organisations qui concourent au maintien aussi des connaissances et de la recherche dans disons, des organisations nationales, là aussi que vos compétences puissent servir à leur développement et à leur reconnaissance. Alors, un de ces vecteurs dont je parle de transmission, donc on a de nombreux diplômes en propre ou en partenariat, bien c'est le génie atomique. Alors, c'est un diplôme qui est un diplôme phare, mais en dehors du fait que c'est un diplôme phare, c'est également un diplôme qui est reconnu, comme vous le savez, par la CTI, donc la Commission d'études d'ingénieurs, mais qui est également reconnu à un niveau international, et c'est extrêmement important, par le European Network for Accreditation of Engineering Education, c'est-à-dire que c'est un diplôme qui non seulement est reconnu en France, mais également à l'international. Alors c'est un diplôme qui est ancien, plus de 60 ans, créé en 1955, à peu près au même moment quand l'INSTN également a été créé, puisque l'INSTN a été créé juste une année après la création du diplôme de génie atomique. Et même si le diplôme, comme l'Institut, maintenant a plus de 60 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en perpétuelle évolution, en perpétuelle mutation. Alors, pourquoi on évolue? Pourquoi on mute? C'est parce que les savoirs en amont évoluent, donc il vaut mieux effectivement qu'on s'adapte justement à l'évolution des savoirs, mais également les besoins des entreprises en particulier, mais également la Marine nationale pour les diplômés du génie atomique, donc, qui sont diplômés grâce au concours aussi de l'EMEA. Donc l'objectif, c'est d'arriver toujours à rester cohérent. Ce pont, ce vecteur de transmission, il faut qu'il fonctionne en s'adaptant continuellement à l'évolution des savoirs en amont,
et aux besoins des entreprises en aval. Alors, cette adaptation, qui est également symbolique pour l'ensemble de l'Institut, qui lui aussi évolue en fonction de ses évolutions, ça veut dire quoi concrètement? Alors, je vous donne quelques exemples. Déjà, c'est avoir un corps enseignant pour le génie atomique qui également participe à ces évolutions, qui est branché sur les savoirs et qui a également les capacités pédagogiques de transmettre ces connaissances vers vous, étudiants. Et donc, je veux remercier le corps enseignant, les enseignants du génie atomique qui sont aujourd'hui présents. Mais c'est également associer le plus possible les entreprises à les encourager donc à définir leurs besoins, à les encourager à s'investir dans le génie atomique, même donc en amont. Et on peut donc saluer cette année la création d'un conseil de perfectionnement qui réunit en particulier les entreprises et toutes les parties prenantes au génie atomique. Et ça, c'est un élément clé qui permettra donc de garantir l'adéquation de ce que l'on fait par rapport aux besoins des entreprises. Alors on insère aussi, et on va insérer de plus en plus, ce qu'il faut d'innovation pédagogique, ce qu'il faut de transition numérique. Ce sont des outils pour obtenir un résultat et en aucun cas des objectifs. Et ça, c'est pareil, on s'adapte également aux évolutions pédagogiques indispensables. Tout ça, on le fait, on va dire, un peu pour nous, mais surtout pour vous. C'est-à-dire que l'objectif que l'on a, c'est que vous soyez des professionnels immédiatement opérationnels dans les entreprises ou organisations qui vous recruteront, mais on est aussi là pour que vous soyez tellement, je dirais, attirés par ces métiers des sciences et techniques nucléaires qui représentent des défis aujourd'hui, de telle manière que vous puissiez franchement vous éclater à mettre en œuvre vos compétences au profit de vos employeurs, mais également de vos propres développements personnels au service d'une industrie nucléaire qui est aujourd'hui elle aussi en mutation. Il ne faut pas se cacher, on se pose aussi beaucoup de questions, mais dans lesquelles il y a une telle énergie, une telle volonté de dynamique que l'on peut être tout à fait optimiste pour l'évolution de cette filière en France ou à l'étranger. Je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole immédiatement à la maîtresse de cérémonie, Constance. Voilà, maintenant j'accueille Nathalie Hubert, marraine de la promotion 2017-2018 du génie atomique. Nathalie est ingénieure diplômée de l'École centrale Paris et commence sa carrière en 1991 chez Areva comme ingénieure procédé au sein d'ASGN, filiale en charge des projets d'ingénierie du cycle du combustible nucléaire. Elle y acquiert des compétences larges dans le domaine du retraitement du combustible nucléaire, de l'assainissement des installations nucléaires et de la gestion des effluents et déchets nucléaires à travers des postes d'études, puis des managements d'équipe. Depuis 2016, elle est directrice de la direction technique en ingénierie d'Orano Projets, filiale en charge des projets d'ingénierie du groupe Orano. Sa direction assure le rôle d'autorité technique, garante de la valorisation, de la maturité et de la performance technique de l'ensemble des projets. Elle est également en charge du développement des compétences techniques et de l'expertise. Merci Constance. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très honorée et très émue d'être parmi vous. Et je tiens à remercier chaleureusement la direction de l'INSTN et en particulier Constance Coston de l'opportunité qui m'est offerte de parrainer, ou si on peut le dire marrainer, cette promotion. Chers nouveaux diplômés ou futurs diplômés, puisque c'est dans quelques instants que ce sera fait, je souhaite partager d'abord avec vous quelques éléments de mon parcours pour vous expliquer aussi pourquoi je suis là à vos côtés. Je ne suis pas une ancienne du GA, comme l'a dit Constance, mais j'évolue dans le nucléaire depuis 27 ans et j'ai travaillé beaucoup dans les métiers de management, d'équipe technique. Et comme Constance l'a expliqué, je suis depuis longtemps engagée dans du management, donc dans la gestion des compétences, le développement des compétences. Et aujourd'hui, c'est une de mes principales responsabilités pour Orano Projets, donc pour l'ingénierie d'Orano. Un des maillons essentiels de cette gestion des compétences, c'est de recruter des ingénieurs qualifiés qui ont eu la bonne formation et qui seront directement opérationnels et qui répondent aux besoins des industriels. Et pour atteindre cet objectif, nous, industriels, nous sommes très attachés à avoir des relations proches et très discutées avec les écoles. Et pour le génie atomique, ça va se traduire par la participation à des cours. Nous faisons partie des formateurs.
Nous participons aussi à du tutorat de projet, nous proposons des stages et nous participons également au conseil pédagogique, autant faire se peut, telles que les évolutions de la formation, comme M. Correal le présentait. Pour nous, la formation en génie atomique, c'est une formation qui est une exception. Votre spécialité est une exception parmi les écoles. En optant pour ce cursus, vous avez déjà fait un premier choix de choisir la filière nucléaire. Et je m'en réjouis. Et donc à nous maintenant, entreprises, de vous proposer des postes et des carrières qui vous permettront de développer votre parcours, de vous développer vous-même et donc de réussir, vous et nous, la suite de ce début de parcours. Ce secteur nucléaire, c'est un secteur qui est aujourd'hui avec plein d'opportunités à vous proposer. On a beaucoup de défis à relever. On a des enjeux mondiaux de diviser par 2 les gaz à effet de serre d'ici 2050. Et dans le même temps, on doit multiplier par 2 l'énergie électrique disponible. Donc il y a dans ce défi une place pour le nucléaire, à côté des énergies renouvelables. La France a un atout. Elle a depuis des dizaines d'années une industrie très forte. L'INSTN et le génie atomique ont plus de 63 ans. SGN a une soixantaine d'années. SGN est devenu Orano Projet, mais a aussi une soixantaine d'années d'existence. Et du coup, cette industrie très forte, ce secteur très fort, nous permet à la France d'être en tête des pays qui arrivent à réduire leurs gaz à effet de serre. Et donc de satisfaire les objectifs qui ont été définis à la COP21. En outre, la filière nucléaire en France est la 3e filière industrielle, derrière l'automobile et l'aéronautique. Il y a plus de 220 000 emplois dans ce secteur, donc de très nombreuses opportunités pour vous. Il y a aussi beaucoup de grands projets qui sont en cours, qui ont démarré ou qui se profilent. L'EPR de Flamanville, le stockage de déchets de Cigéo, des grandes constructions de sous-marins à l'international. Et pour le cycle, la perspective pour nous d'une usine de recyclage qui est en discussion pour la Chine. Mais les besoins ils sont aussi très importants dans les usines et dans les installations qui sont aujourd'hui en fonctionnement, à la fois pour maintenir les compétences, les développer, s'adapter, avoir de nouvelles compétences puisque l'industrie évolue, renforcer la compétitivité de notre industrie. J'ai dit que l'industrie nucléaire française était forte, mais il y a d'autres acteurs dans le monde. À nous de garder notre place, voire accroître nos parts de marché. Et ça, ce que je vous ai présenté, c'est qu'un résumé incomplet de tout ce qui peut se présenter à vous. Je n'ai pas parlé de toutes les possibilités aussi dans les filières académiques. Pour conclure, je voudrais souligner que l'initiative de parrainage de promotion par un acteur industriel montre que l'INSTN, tout comme les industriels, ont à cœur de vous proposer une formation de qualité qui vous permettra d'avoir les meilleures possibilités à la sortie de l'école. Et en tant que marraine de promotion, je me sens tout particulièrement engagée à vos côtés pour qu'on puisse concrétiser ces possibilités. Je vous remercie de votre attention et je vais rejoindre mes confrères pour que nous poursuivions ensemble, lors de la table ronde, l'exploration de ces perspectives de carrière, mais aussi des enjeux, des projets qui vont pouvoir se présenter et des défis que nous vous demanderons de relever. Et évidemment, nous répondrons à vos questions. Alors, en attendant que Mme Coston nous donne vos premières questions, puisqu'il y a un système très moderne pour avoir des questions. Ils n'ont peut-être pas encore déposé. Hein. Je vais demander donc à Jean-Paul Camberel, Gilles Grezmar et Thomas Payat de se présenter. Et alors, eux sont des anciens du génie atomique, donc ça va être l'opportunité de vous présenter des possibilités de carrière très différentes. Ils ont 3 parcours très différents, donc vous allez d'ores et déjà pouvoir voir ce qu'il est possible de faire. Jean-Paul ? On commence par moi. Bon, ça va être un peu plus long, mais je suis le plus ancien de la bande, donc le CV, ça prend quand même une demi-heure. Je vais être aussi bref que possible. Donc, moi, je suis actuellement donc, délégué régional EDF pour la région Centre-Val de Loire. J'étais à votre place. Alors, je ne vais peut-être pas donner le nombre d'années, parce que ça fait à la fin des années 80, on va rester comme ça, c'est un peu... Et mon parcours illustre assez bien ce qu'on peut faire dans le nucléaire, à la fois en réinvestissant les savoirs qu'on apprend ici, qui sont assez uniques. J'ai fait de la neutronique comme un certain nombre d'entre vous.
Et donc j'ai rentabilisé mon investissement par des études, des affaires de cœur, on appelait ça à l'époque. Donc des premières années d'expertise, on va dire, enfin d'expertise comme on peut l'être à 25 ans. Hein. Bon, en tout cas, dans des équipes d'études, d'ingénierie. Et ensuite, je suis très vite parti à la fin de la construction sur les chantiers de construction et d'aménagement des centrales de l'époque. C'était la fin de l'équipement français. Et puis ensuite en exploitation, dans différentes centrales nucléaires, où là, j'ai été, parce qu'il faut en passer par là aussi, ingénieur à tout faire, de la mécanique, de l'entretien, de la maintenance, de l'exploitation, de la conduite. Et puis ensuite, je suis passé à une expérience, j'ai une expérience parce qu'on ne sait jamais trop en quoi on s'engage quand on a une formation d'ingénieur, quand on passe dans des postes de management. Et finalement, le reste de ma carrière s'est engagé assez vite là-dessus, après 6-7 ans, sur des postes de management, donc de chef de service, puis directeur des ressources humaines dans une centrale nucléaire. Je ne donne pas lesquelles, parce que ça n'a pas d'importance, mais bon, en tout cas, donc on peut passer, en ayant fait le GA, on peut devenir DRH d'une usine de 1500 personnes, hein, donc vous voyez, tout est ouvert. Hein. Vous pouvez finir DRH, méfiez-vous quand même. Hein, et c'est vraiment une de mes expériences professionnelles les plus exotiques et les plus riches, d'ailleurs, d'enseignement. Ensuite, je vais très vite, mais j'ai également exercé les fonctions de directeur de cabinet à la présidence d'EDF auprès du directeur en charge de la production et de l'ingénierie. Et puis j'étais jusqu'à 2011, c'est plus récent, donc le directeur de la centrale nucléaire de Dampierre en Burly, c'est une des plus proches de Paris. 4 réacteurs de 900 MW, on aime bien dans le nucléaire afficher la puissance qu'on pilote. C'est un facteur, quand on n'a que 2 fois 900 MW, c'est quand même pas la même chose que d'avoir 4 fois 900 MW. Alors 4 fois 1300, je vous en parle pas. Et voilà. Et ensuite, j'ai intégré une mission auprès du patron d'EDF, qui est assez unique au monde, d'une petite équipe de 4 personnes, qu'on appelle l'inspection générale pour la sûreté nucléaire. Et j'y reviendrai après parce que vous avez tous un bagage, et c'est unique en France, peut-être même au monde d'ailleurs, dans les écoles d'ingé. La neutronique, c'est une chose, mais vous avez tous une sensibilité à la sûreté nucléaire en sortant avec votre diplôme là. Et ça, c'est un passeport pour votre carrière, quelles que soient d'ailleurs les entreprises dans lesquelles vous pourrez être amené à travailler. Parce que ça vous donne une première teinte qui est assez fil rouge dans une carrière d'exploitant ou d'ingénieur nucléaire, mais qui, moi, a été jusqu'à donc, en tout cas EDF, la plus haute expression, l'inspection générale, donc, qui a des missions en France et à l'étranger, avant de devenir donc délégué régional, qui a une fonction de coordination de tous les métiers, d'une région, puisqu'on est répartis par région. Et dans une région qui est certes petite, Centre-Val-de-Loire, c'est Orléans, c'est à côté d'ici, hein, ne confondez pas avec Nantes. Hein. Petite région, mais 4 centrales nucléaires, alors là, donc, pour le coup, 12 000 MW au compteur, et qui produit à peu près 20% des besoins d'électricité français, et la moitié des besoins de l'Île-de-France, donc habité. Et donc on s'apprête à engager dans la région les travaux dits de grand carénage, l'an prochain sur Belleville et ensuite sur Dampierre et puis tous les autres. Et donc ça, on pourra en reparler après. Il y a du boulot. Il y a du boulot dans les années qui viennent. Hein. Voilà. J'ai été un peu long, mais mon grand âge m'y autorise, Constance. Oui, tout à fait. Gilles Grismard. J'ai eu la chance de démarrer ma carrière chez Framatome en tant qu'ingénieur conduite d'essai, où j'ai été amené pendant plusieurs années à participer au redémarrage des tranches nucléaires après modification et maintenance que l'on a effectué sur site, sur les travaux mécaniques, électriques, de contrôle-commande. Après, j'ai été amené à prendre un rôle de responsable d'essai dans ces équipes, puis de chef de chantier. Et on m'a proposé par la suite d'évoluer vers un poste de chargé d'affaires, où j'ai été amené à piloter des réalisations que l'on réalisait en France, sur l'ensemble des CNP du parc EDF, mais également à l'étranger, notamment à Quebec et en Chine. Ensuite, on m'a proposé d'aller faire du montage neuf à Flamanville 3, où j'ai été responsable du contrôle-commande, du montage et des essais du contrôle-commande standard. On a notamment mis en place, dès 2010, la première salle de commande déportée sur cette tranche-là, ainsi qu'un simulateur pleine échelle sur Flamanville 1 et 2. Et ensuite, on m'a proposé de revenir là où j'étais avant, à Lyon, et de prendre un poste de management, où j'ai participé au déploiement des travaux de modification et de suivi d'essais élémentaires sur l'ensemble des tranches du parc français et à l'étranger aussi, sur les sites les 58 sites français, les premiers essais élémentaires de requalification de l'EPR, que ce soit en France, à OL3,
mais également sur les sites étrangers de Koeberg ou en Chine à Dayabé. Et donc ça, c'était il y a 4-5 ans. Et depuis 2 ans, je manage le service dans lequel j'ai commencé, donc les ingénieurs de conduite d'essai, qui démarre actuellement les tranches EPR d'OL 3 en Finlande et de Flamanville 3 en France, mais également qui requalifie les tranches du parc français. D'ailleurs, j'étais ce matin à Cattenom où la tranche 2 vient de diverger après la 3e visite décennale. Voilà. Thomas ? Donc, bonjour à tous, donc, moi je suis Thomas Paya, je représente ici donc, Naval Group, donc, anciennement appelé DCNS. Donc j'étais à votre place, donc, moi je fais partie de la promotion de Cadarache, donc 2010-2011. J'ai ensuite été donc, recruté par donc, DCNS à l'époque. Naval Group aujourd'hui donc, a de multiples facettes, hein. Elle conçoit, elle fabrique, elle le maintient en condition opérationnelle, mais aussi elle démantèle donc, des bâtiments navals, donc de l'industrie navale. Hein. Donc Naval Group, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais donc et l'entreprise française, la grande entreprise française qui permet donc de travailler dans l'industrie navale, donc que ça soit ou en France ou à l'étranger. Moi je suis relativement jeune, hein, donc ça va être rapide, mais en gros j'ai occupé donc le poste de responsable de travaux sur la maintenance des chaufferies des sous-marins nucléaires d'attaque à Toulon. Donc j'ai fait en gros 6 ans sur ce poste-là, où j'ai fait donc les 3 facettes, les entretiens courts d'1 mois, les entretiens mi-courts de 6 mois et les entretiens longs de 18 mois, où on fait donc la révision complète du réacteur. J'ai basculé il y a 2 ans donc, sur le poste de responsable opération sur l'entretien majeur du porte-avions, un chantier très difficile mais très intéressant. Et là, je pars maintenant sur Nantes pour faire sur la partie plus conception, sur la modification du RES, le RES-NM. 2 points importants. Pourquoi sommes-nous là ? Donc aujourd'hui, votre profil est très intéressant. Vous avez un cursus qui nous intéresse fortement. Nous recherchons, nous, aujourd'hui, des personnes qui ont une culture nucléaire, comme l'ont dit nos collègues. C'est pour nous très important et nous recherchons vraiment des gens qui soient, qui aient cette affinité avec le nucléaire pour être efficace tout de suite. Et ensuite, donc la deuxième question, c'est pourquoi nous choisir ? Parce qu'on travaille, je pense, sur des produits qui sont exceptionnels, ultra complexes, et je pense que nous proposons des postes qui permettent d'être autonomes très rapidement et avec de grosses responsabilités dès le début. Voilà. Merci Thomas. Alors Thomas ayant commencé à expliquer ce qu'on peut vous offrir. Alors pour élargir, donc j'avais dit, je pense qu'effectivement vous avez pu voir que les parcours qui sont proposés aux ex-étudiants du GA sont très divers. Alors ils dépendent aussi de la formation que vous aviez avant le GA, j'allais dire, l'école d'ingénieurs que vous aviez en amont. Moi, je peux vous parler de quelques personnes que l'on a chez Orano Projet qui ont démarré, alors souvent dans la spécialité, la majeure partie du temps, ça va être sur des calculs de sûreté, des calculs de protection, de criticité. Mais après, les parcours sont très divers. Certains choisissent de se spécialiser et de devenir experts dans cette partie-là. On a aussi des gens qui vont aller dans la sûreté, parce que comme Jean-Paul en parlait, c'est un des points très importants pour nous, c'est justement cette connotation sûreté dont on a besoin que tous les métiers aient une sensibilité. Et vous l'avez déjà, on n'a pas besoin de vous la donner, donc c'est important pour nous. Et puis on a des évolutions dans le management, alors au sein de l'ingénierie, mais aussi dans les postes de production, dans le groupe. Et puis, on a des gens qui viennent chez nous, qui après vont aller dans d'autres entreprises du secteur nucléaire. C'est aussi la richesse du secteur nucléaire, c'est que c'est un secteur très dynamique, avec des mouvements possibles d'une société à une autre, et on garde les contacts parce que c'est un petit monde quand même. Je dirais, nous, pour illustrer le fait que le secteur est dynamique, on a beaucoup de recrutements. Je pense que je demanderai à Jean-Paul et à Gilles de s'exprimer là-dessus également. Il y a beaucoup de recrutements chez Orano. On a fait, dans l'ingénierie, on a fait plus de 300 recrutements et on va encore en faire 300 dans les années qui viennent. Il y en a plus de 500 au total sur le groupe. Donc il y a beaucoup de possibilités
Et une fois que vous êtes arrivé, beaucoup de différenciation possible par la suite. Je laisse Jean-Paul peut-être et Gilles rapidement juste dire ce qui s'offre comme possibilité. Honneur à Framatome. Oui. Nous, on est 14 000 actuellement et on prévoit de recruter dans les 3 prochaines années 2500 collaborateurs, dont la moitié de cadres sur des postes techniques et dont la moitié d'entre eux sur des postes de jeunes diplômés. Donc ça vous fait un flux d'à peu près 200 personnes par an sur les 3 prochaines années. Pour ce qui est d'EDF, on est sur des recrutements qui sont... Alors, EDF a passé une très grosse période de recrutement massif qui était liée au démarrage très rapide des centrales nucléaires dans les années 70. Vous faites 30 ans de plus, le départ en retraite, grosso modo. Donc on a passé le pic. Pour autant, si on vous dit que EDF ne recrute plus, c'est faux. On recrute, alors tout collège confondu, enfin tout niveau, on est sur des tendances à 700-800 personnes par an. Et au niveau des ingénieurs, c'est entre 150 et 200. Hein. Alors, on recrute moins en ingénierie aujourd'hui, en ingénierie de conception, ou en tout cas, c'est très lié à la nature des projets qu'on peut être amené à développer. Exemple, si là, actuellement, je peux en parler parce que en plus, c'est dans ma région, on a un très gros centre d'ingénierie à Tours, plus de 1000 ingénieurs au centre d'ingénierie qui travaillent en ce moment pour Hinkley Point et pour l'Inde. Pour l'Inde, il y a quasiment une centaine de recrutements au niveau ingénieur qui sont dans le tuyau, qui vont être lancés dans les temps qui viennent. Donc c'est très lié à l'actualité des projets dans l'ingénierie aujourd'hui, moins au turnover et au renouvellement. Par contre, en exploitation, on a encore du turnover et du renouvellement assuré en permanence si vous avez un train de 100-150 personnes, ingénieurs, à recruter. Alors quand je dis en exploitation, c'est pour l'essentiel en centrale nucléaire. Donc c'est des usines à la campagne, donc où il fait bon vivre. Donc il faut que je fasse un peu de surenchère par rapport à Naval Group, parce que aussi... Et où les profils de génie atomique, où la spécialisation de génie atomique est particulièrement appréciée pour ces métiers d'exploitation. Je ne dis pas qu'en ingénierie, ce n'est pas une plus-value égale, également, mais en exploitation, pour les raisons qu'on a rappelées les uns et les autres, c'est particulièrement apprécié parce qu'on peut rapidement vous faire brûler quelques étapes, même s'il y a un cursus initial chez nous. Enfin, il y en a chez les collègues aussi, mais bon, on est plutôt un peu lourdeau à EDF, donc on a tendance parfois à vous remettre dans des tuyaux, sur des parcours de formation interne un peu lourds, y compris les ingénieurs, mais quand on a fait le GA, on a quand même déjà pas mal de cases clés qui vous permettent d'aller un peu plus vite. Et ce que je veux vous dire, mais ça c'est le contact, à la limite c'est que le collègue de Naval Group qui l'incarne, et puis Framatome aussi, vous êtes jeune, on confie aujourd'hui, je pense, mieux qu'avant dans le nucléaire en France, et en particulier à EDF, je vais parler de ce que je connais le mieux, on file des responsabilités plus rapidement aux jeunes ingénieurs. Je pense qu'on a une époque où on était extrêmement prudent et précautionneux, et il fallait avoir fait beaucoup de mises à l'essai ou de passages qui parfois avaient limite un caractère démotivant. Enfin, ça, j'ai un peu de vécu d'observation, pas personnellement, mais aujourd'hui, aussi parce que nécessité fait loi, et puis parce qu'on s'est appris peut-être à davantage prendre de risques, pas avec la sûreté, mais sur le plan ressources humaines. Les deux sont pas complètement décorrélés, mais je pense que ça, c'est un facteur important. Et vous pouvez vous trouver, en ayant été embauché l'année X, vous pouvez vous trouver 5 ans plus tard chef d'exploitation d'une paire de réacteurs nucléaires en 3-8, et donc vous êtes en charge de l'exploitation et de la sûreté nucléaire de 2 réacteurs. Donc ça, c'est quand même c'est des postes en plus qui sont plutôt des postes ascensionnels pour la suite. Bref, donc tout ça pour dire que nous avons et nous aurons des besoins à la fois en continu en exploitation et sur les projets, notamment les nouveaux qui arrivent. Je vois que j'ai meublé un peu, mais du coup, il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Alors des questions qui sont à un horizon beaucoup plus loin que ce que nous disions tout de suite. Des questions qui portent beaucoup sur la stratégie nucléaire, alors des réacteurs. Donc je vais plutôt m'adresser à mes collègues de Framatome ou d'EDF pour répondre à ces questions-là. Réacteurs de grande puissance ou SMR ? Est-ce que... Jean-Paul, un avis ? On aime bien toujours, c'est l'un ou l'autre. Mais non, c'est pas l'un ou l'autre. Ça sera peut-être les deux. Mais en tout cas, on est quand même, nous, partis de savoir-faire, en tout cas ce sur quoi on a fait beaucoup de développement, et plus que de développement, on a un chantier en cours, et des chantiers terminés, c'est sur les réacteurs de grande puissance.
On est quand même, et Framatome également, y compris avec le projet de l'ATMEA, enfin, on est sur des designs qui sont minimum 1000 MW. Hein. On est quand même là-dessus. Hein. Donc c'est quand même ça qui nous engage le plus sur le plan industriel. Après, il y a toujours un truc à la mode dans le nucléaire, donc c'est les SMR. Donc, maintenant, tout le monde parle des SMR, y compris notre filiale britannique a des vrais projets pré-industriels de SMR sur les futurs anciens sites graphite gaz. Donc je pense que tout ça est ouvert. Hein. Faut pas, je pense qu'il n'y a rien, c'est très difficile. Tout ça est ouvert, mais pour les réacteurs de grande puissance, là quand même, on est déjà plus qu'engagé. Hein. C'est un choix et qui correspond à des économies, ou plutôt, j'ai pas envie de dire, à des réseaux électriques du type du nôtre. Voilà. Le collègue de Fra pourra compléter aussi bien que moi. Parfait. Moi, je compléterai en disant, c'est d'autant plus de défis à relever. Le fait qu'on puisse... c'est une industrie qui se renouvelle, et c'est d'autant plus enrichissant. La diversité des projets, c'est quand même ce qui aussi apporte de l'intérêt dans les carrières qu'on peut vous proposer. Dans les réacteurs, j'allais dire justement, le changement peut-être d'évolution de modèle apporte quelque chose de plus. Dans le cycle, il y a une très très grande diversité, même sur les installations existantes. C'est très très différent qu'on soit dans l'amont, quand on passe de l'amont du cycle à l'aval du cycle. Donc il y a déjà beaucoup de choses et ça évolue également. Alors je vois qu'il y a une question qui est à cheval entre la partie réacteur et la partie cycle sur la politique de réduction de consommation nucléaire. De 75 à 50% en 2035, déjà nous on attend tous les résultats de la PPE avec impatience pour voir l'évolution de cette politique, le détail j'allais dire de cette politique. Et la suite était, d'après les rapports d'EDF et de l'IRSN, les piscines de La Hague arriveraient rapidement à saturation. Les piscines de La Hague ont une certaine capacité, effectivement, mais il y a des projets autres. Je peux laisser Jean-Paul compléter. Oui. Ça, c'est la deuxième question. Hein. C'est pas exprimé sous une forme de question, mais... Quid du projet politique, ça, alors là, je vous invite à ce qu'on ne fasse pas de politique cet après-midi, parce que... Mais souvent, on me pose la question, parce que je suis souvent dans les réunions publiques, je pense qu'on pose très souvent la question du pourquoi 50%. Je n'ai pas la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Il faut le dire. On l'a pas. On ne sait pas. Pourquoi pas? Disons que c'est un talon, mais c'est quand même des questions que vous pouvez légitimement vous poser. Mais bon, voilà. Donc on travaille en tout cas sur un rééquilibrage du mix électrique. Ça, oui, ça on peut le dire, et ça mange pas de pain. Et je pense que j'en dirai pas plus, parce qu'après, après sur les rapports, sur la piscine, la question posée sur la piscine, bon, faut relativiser. Hein. Il y a encore un peu de marge à La Hague. Hein. Pour autant. Nous instruisons, et d'ailleurs c'est dans le débat public sur alors vous êtes connaisseurs, vous êtes tous en tête, sur le PNGMDR. Ça vous dit quelque chose? Un bon test, on peut faire un quiz inversé. Sur le plan national de gestion des matières radioactives et des déchets. Je vais peut-être pas dire dans le bon ordre, mais enfin bon, c'est ça. Et donc tous les 4-5 ans, il y a un débat public qui est ouvert, et donc la question du besoin d'une piscine centralisée supplémentaire est intégrée dans le débat public qui va démarrer dans les semaines qui viennent là. Donc, et effectivement, EDF, nous travaillons, c'est public d'ailleurs, hein, ça avait déjà été évoqué dans le précédent débat public, en lien avec l'autorité de sûreté à ce stade, à définir un lieu d'entreposage de combustible issu d'un premier cycle MOX. Enfin, c'est le problème, l'enjeu de l'entreposage du combustible MOX après une première utilisation. On ne peut pas le recycler une nouvelle fois, en tout cas pas en l'état. Et donc, nous aurons besoin d'une piscine supplémentaire, et le choix d'EDF, mais ça, c'est plutôt de la faire chez lui. Donc, sur un site à déterminer, affaire à suivre, ça peut me concerner. Simplement, alors ça, c'est pas un investissement très complexe. Enfin, c'est une piscine, on fait plus compliqué, mais c'est de l'horizon 2030-2035, pas avant. Donc, laissez pas dire que les piscines de La Hague débordent. Ça, c'est un truc de basique, ça. Voilà. On a une question alors qui est sur la compétitivité du nucléaire français à l'international. Peut-être poser la question à Thomas, parce que DCNS, Naval Group, excuse-moi, a un contrat en perspective pour l'Australie. Donc on peut parler dans ce domaine-là Oui, donc on peut quand même différencier deux choses, la technologie nucléaire et le reste du bateau. C'est vrai que sur le naval, la France est réputée pour être très performante. Hein. On a des sous-marins nucléaires d'attaque
type Ruby, les anciens, qui sont très performants. On a aussi des SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont aussi très performants. On a les futurs SNA type Barracuda là, qui sont en train d'être construits, qui vont être encore plus performants. Donc on est réputé être performant, être bon dans les chantiers, dans la technologie nucléaire compacte, parce que la grande différence de la technologie nucléaire sur les sous-marins, c'est que les réacteurs sont compacts pour être adaptés sur des sous-marins de petite taille. Pour info, le SNA est quand même le plus petit sous-marin nucléaire du monde. Donc là-dessus, on est très compétitif. Par contre, il nous est impossible d'exporter cette technologie à l'étranger. Donc c'est pour ça que, par contre, on propose à l'export des sous-marins type Australie, mais qui ne sont pas voués à avoir une propulsion type nucléaire. Voilà. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Voilà. Après, pour les autres secteurs, pour la partie cycle, j'allais dire notre compétitivité, c'est notre expérience. Aujourd'hui, si je parle de l'offre d'usines de recyclage en Chine, qu'est-ce que la Chine veut avoir? C'est une usine qui fonctionne, qui fasse la capacité, et la France est la seule à avoir une usine aujourd'hui de recyclage de grande capacité qui marche. Donc, un de nos atouts, et un de nos très grands atouts, c'est qu'on a des usines qui fonctionnent. Sur la partie cycle, on les a modernisées, on a vraiment renouvelé toute la partie amont récemment, donc avec certaines fois des technologies qui ne sont pas nos technologies propres pour la partie enrichissement. Et donc c'est aussi un moyen d'être compétitif, c'est de savoir choisir entre les bonnes technologies, que ce soit nos propres technologies ou celles qui existent mais qui sont les plus performantes, l'objectif étant effectivement de rester compétitif. Et sur les réacteurs, c'est les nouvelles générations de réacteurs, EPR. Je pense que ça nous permet peut-être de rebondir sur un sujet... Je apporterai peut-être un petit complément qui va tout à fait faire écho à ce que je viens de dire, c'est la compétitivité à l'international pour la filière nucléaire française, tout métier, toute entreprise confondue. Pour ce qui nous concerne, bien sûr qu'il faut avoir des designs plus faciles à construire et un peu moins chers que la première version de l'EPR, pour être très clair. Pour autant, nos clients potentiels, et c'est typiquement le cas des Chinois, qui n'ont plus besoin de nous pour savoir construire une centrale nucléaire, pour faire très simple. Aujourd'hui, ils ont appris le métier. On les intéresse toujours parce qu'on a justement des usines qui tournent. Et notre savoir-faire d'exploitant de 60 réacteurs, il est unique au monde. On est les plus gros de loin, et donc ce savoir-faire-là, ils viennent le chercher auprès de nous. C'est pour ça que, d'ailleurs, le fameux marché qu'on avait perdu à Abu Dhabi, aux Émirats, c'était perdu dans les circonstances. Mais enfin, en dernier ressort, on était venu chercher EDF justement pour essayer de mettre un peu cet argument-là. Ça s'est malheureusement mal passé parce que ça avait été mal emmanché dès le début. Mais finalement, ce savoir-faire d'industriels exploitants d'usines qui fonctionnent, pour reprendre ton expression, ça a une sacrée valeur sur le plan international. Et ça vaut pour les sous-marins d'ailleurs. C'est pareil. Enfin, on n'en voit pas trop de cela. Donc ça aussi, et ça on aura toujours 30 ans d'avance sur les Chinois en termes de retour d'expérience, y compris pour gérer la mise à l'arrêt progressive d'un parc de cette ampleur. On va apprendre. Donc on a toujours, comme nous-mêmes nous avons bénéficié du savoir-faire des Américains, et encore un peu, moi aujourd'hui, dans la partie les premières décennies de mise en service, on a quand même eu pas mal de retours d'expérience venant de chez eux. C'est aussi un élément de compétitivité et qui fait que l'industrie nucléaire française intéresse des clients potentiels. D'ailleurs, si vous regardez tous ceux qui vendent des réacteurs internationaux, ils sont tous adossés à des exploitants conséquents. Les Coréens, les Russes, les Français, bien sûr. Pour les Américains, j'en parle plus, ils ne font plus. Mais... On a 10 questions sur la propulsion nucléaire dans le spatial. J'avoue que de mon côté, je ne sais pas répondre. Joker, donc on va faire Joker tous ensemble. Une question sur l'éthique et la responsabilité sur la chaîne d'approvisionnement en uranium. Là, je parlais pour Orano, pour un groupe. Pour nous, c'est essentiel, et donc on travaille vraiment à respecter l'éthique quand on est dans des pays où on a nos mines, donc essentiellement en Afrique, au Kazakhstan et au Canada. Et le respect des sites et des populations. Il y a beaucoup d'actions engagées
à la fois pour les populations, pour l'emploi sur les sites, et également pour le respect des sites et de l'environnement, beaucoup d'optimisation, de progrès. C'est des progrès continus, comme sur nos propres sites en France. On a beaucoup évolué par rapport à il y a 30 ans, même en n'allant pas plus loin que ça. J'allais dire, depuis que j'ai démarré, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et qui est très importante, qui est le moyen, effectivement, aussi de faire accepter le nucléaire dans le paysage énergétique. Le nucléaire a des grosses casseroles, on peut pas le nier, et donc le fait d'être respectueux de l'environnement sur nos sites est un point très important, et tous les acteurs exploitants ils sont très attachés et ont une politique d'évolution continue, de progrès continu. Ensuite, Niger, point d'interrogation. Je suppose que c'est une question sur les investissements mines au Niger. C'est les jeunes qui posent les questions. C'est que les jeunes. C'est que il n'y a que qu'on la main sur les questions. Nous avons des installations au Niger et des projets d'investissement qui pour l'instant sont retardés. Je ne peux pas dire plus que cela. Ensuite, sûreté dans le démantèlement de Phoenix. Je ne pense pas que dans le panel, il y a peut-être des personnes pour répondre. Je pense que la question, il faut peut-être la faire préciser, non? Oui. Si c'est possible. Oui, il n'y a personne qui l'a posée. Est-ce que c'est une inquiétude Oui, vis-à-vis de cette sûreté? Une inquiétude ou une espérance? En clair, est-ce qu'il y a du job là-bas, quoi? Ouais. Pour avoir travaillé pendant quelques temps, nous avons eu une période à Areva où nous avions regroupé les instances d'ingénierie, réacteurs et cycles. Et j'ai eu dans mes équipes les personnes qui travaillaient sur le démantèlement de Superphénix. La sûreté était un point très important et n'était pas du tout négligé. On était dans la phase de sortie du sodium et de toutes les interventions où on était encore avec un risque sodium. La sûreté est traitée dans ces cas-là avec le même niveau de priorité numéro 1 que lorsque on conçoit une installation ou lorsqu'on l'exploite. Donc j'ai pas de... Enfin, je ne peux pas répondre plus que ça par rapport à celle de Phoenix. Pour moi, celle de Phoenix sera traitée avec le même souci d'exigence. Les centrales nucléaires flottantes. Thomas, peut-être. Alors, je sais qu'il y a J'allais eu, dire oui, il y en a beaucoup, mais qu'il y a eu quelques années le projet de FlexBlue, qui était de concevoir des sous-marins immergés de petite taille, qui seraient, on va dire, proches des villes côtières, pour pouvoir produire facilement de l'énergie. Alors, je ne suis pas au courant de tout, parce que ce n'est pas forcément mon domaine, mais je sais que ça a été un petit peu retardé. Et pour moi, pour l'instant, enfin, on ne parle pas encore de centrales nucléaires flottantes, en tout cas en France. Après, en Russie, il marche. En Russie, ça marche. Oui. Et une question alors, sur les filières MOX-thorium. En Scandinavie, est-ce souhaitable pour la France? Un avis EDF ou non, pas d'avis. On n'a pas de, enfin j'allais dire la filière thorium principale que j'ai en tête, c'est plutôt celle de l'Inde, qui a des ressources très importantes en thorium et qui développe donc depuis des dizaines d'années un cycle thorium qui passe par des étapes d'abord de cycle normal. Donc l'intérêt pour un pays qui n'a pas cette source de thorium est discutable. Pour la France, à voir, mais pas... Non, mais par contre, ça me rajeunit, ça me rappelle les cours qu'on avait sur le cycle du thorium par des enseignants passionnés et passionnants, et qui nous est rêvé avec ça aussi. C'est un peu le... Bon, 30 ans plus tard, ça n'a pas décollé, je pense, pour une raison essentiellement économique. C'est que le cycle de l'uranium se suffit aujourd'hui à lui-même, et le coût de l'uranium étant là où il en est, le cours de l'uranium, et puis l'économie de l'uranium, finalement, qui s'est mise en place, de la mine à l'enrichissement jusqu'au retraitement, et qui va encore marquer des points avec probablement, on l'espère tous, l'aboutissement du projet Chine. Du coup, ça sera compliqué. Enfin, le thorium, peut-être que vous verrez ça à la fin de votre carrière, mais nous, non.
Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qui étaient Oui, posées. J'en ai peut-être raté. Mais... Est-ce que les REP vont rester la filière de référence en France? Ça va être une provocation. Non, mais par contre, est-ce que les gaz, oui, les réacteurs graphite gaz, les réacteurs graphite graphite gaz, un avenir pour la refroidi, transmutation? Les vieux réacteurs? Non, ceux-là, on les démolit. Hein. Si c'est ça la question. Mais par contre, la filière de référence, la filière REP, oui. Ça, c'est sûr. Hein. Enfin, là, moi, je pense qu'il ne faut pas là-dessus. Enfin, c'est sûr. En tout cas, tous les projets industriels internationaux, il y a un peu de concurrence avec les réacteurs bouillants. Si on veut regarder, si vous regardez la carte de, je ne sais pas si vous avez déjà vu la carte, forcément, la carte WANO, vous pouvez voir ou les cartes d'implantation ou les excellents bouquins du CEA d'ailleurs, mais c'est moins visuel. Il y a eu de concurrence pendant une période jusqu'à, on va dire, peut-être début des années 2000 entre les bouillants et les pressurisés. Bon, aujourd'hui, je pense que la bataille est gagnée sur le plan industriel. C'est le modèle pressurisé qui s'impose quand même s'il y a encore des velléités de construire des bouillants avancés, le truc, bon, il y a toujours des projets à droite ou à gauche, mais et le coup fatal, c'est quand même Fukushima. Je pense que la filière bouillante, il y a beaucoup de projets de renouvellement, notamment au Japon. Là, ça a quand même pris un peu de temps dans les mains. Et les réacteurs au pressurisé ont quand même beaucoup d'avantages. C'est quand même, enfin, je ne vais pas parler de vulgaire, mais c'est quand même vachement simple à exploiter. C'est sûr, propre et pas cher. C'est éprouvé. Il y a toute une industrie autour de cette filière-là, donc y compris d'ailleurs dans la navale, puisque finalement, la compacité d'un réacteur au pressurisé par rapport aux autres modèles, elle fait quand même référence. Et le fait de fonctionner à l'eau, voilà, c'est quand même. C'est magique, l'eau. Bon, voilà, donc moi, j'ai pas de. Tous les projets, même on peut. La seule ouverture, ce sont les réacteurs dits de génération 4, dont vous avez probablement entendu parler, donc avec Astrid, les projets qui sont dans les cartons à ce stade. C'est plus sur la nouvelle génération. Mais en troisième génération, c'est le REP qui a gagné. Voilà. Après, les graphites gaz pour la transmutation, moi, j'en ai jamais entendu parler, mais je peux ne pas être au courant de tout. Alors, on avait effectivement une question sur Astrid. C'était une bonne continuité. Je propose juste quelques mots pour conclure. Chacun, peut-être, Thomas ? Dernier message à passer. Pour conclure, moi j'ai tout dit dès le début. Je ne sais pas si je pourrais reparler après, donc j'ai tout dit. Donc non, juste pour vous féliciter, parce qu'on est là aussi pour vous féliciter. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que voilà, votre formation est très importante, elle est très recherchée, que ce soit donc chez les différents industriels en France. Donc ne soyez pas trop inquiets sur ce sujet. Après, la première chose qu'il faudra savoir, c'est voilà, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que vous voulez plutôt faire de l'ingénierie, plutôt faire de la production? Donc ça sera les premières questions à vous poser pour ensuite chercher le métier qui vous plaît. Voilà, sachant que, je le répète une dernière fois, chez Naval Group, donc tous les métiers sont représentés. Voilà. Gilles? J'ai pas encore fait ma petite pub, alors je vais faire une petite. Donc, je vous ai dit au début qu'on recrutait à peu près 200 ingénieurs par an sur les 3 prochaines années. On les recrute dans l'ensemble des domaines sur lesquels on est, que ce soit l'ingénierie, nos usines, les centrales nucléaires, que ce soit en France ou à l'étranger, la partie combustible, la partie composants et également la construction de gros composants. Voilà. Et je vous invite à venir chez nous et à consulter les plaquettes que je vous ai emmenées tout à l'heure. Merci. Moi, je vais renchérir sur les collègues. Nous aussi, on a tous les métiers. Engagez-vous, venez nombreux. Il y a du travail. Non, et au-delà de ça, je pense que mesurez bien qu'un des talons d'Achille de la filière nucléaire, pas seulement française, c'est les compétences. C'est les compétences. Ça, bien sûr, il faut de l'argent, il faut des exploitants riches, il faut qu'ils aient des capitaux à investir sur les machines, mais c'est les compétences. Donc, de toute façon, et ces compétences sont plutôt rares. Donc, non seulement je vous félicite, mais je vous remercie d'avoir fait cet engagement. Après, il faut concrétiser, il faut vous faire recruter chez un exploitant nucléaire. Enfin, je vous ai un de ceux-là, peu importe, mais n'allez pas dans les pétroles. Hein. Sinon, mais c'est déjà courageux d'être. Enfin, je dis courageux parce que, en tout cas, oui, courageux au sens engagé, un signe dans l'engagement.
et d'une conviction, j'espère, parce que c'est une industrie qui a vraiment besoin de sécuriser ses compétences pour les années qui viennent. Donc elle a besoin de matière grise, et la meilleure manière de maintenir sa matière grise, c'est de recruter des têtes bien faites, et vous en faites partie. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut marteler, et un nucléaire bien portant a besoin en permanence d'injecter du sang neuf, et de la matière grise neuve dans ses rangs, quel que soit le niveau d'ailleurs, au niveau maîtrise comme au niveau cadre et ingénieur. Donc ça, c'est peut-être le petit complément que je peux ajouter par rapport aux collègues. Et je vais peut-être en rajouter une petite forme de clin d'œil avec Framatome. En plus, vous pourrez, je pense, ça on n'a pas parlé avant, mais forcément, comme on est de la même maison maintenant, l'histoire des parcours croisés avant, c'était quand même très compliqué. Hein. Là, maintenant, on pourrait commencer à faire des belles études, des beaux chantiers, des beaux projets dans les équipes d'ingénierie de Framatome, qui sont pour partie d'ailleurs mixées maintenant. Enfin, c'est un vaste programme. Et après, aller en exploitation et revenir. Enfin, on peut imaginer une richesse des parcours professionnels qui était déjà reconnue vue de l'extérieur. En interne, c'est parfois plus difficile, mais elle est quand même bien réelle au sein d'EDF. Mais avec en plus, j'ai envie de dire, les perspectives de parcours de carrière croisés entre les ingénieries de chez Fra et notre métier, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle en termes de parcours professionnel diversifié et enrichissant. J'ai profité du fait que j'anime la table ronde pour conclure et rajouter. Et dire, mais venez aussi dans le cycle, il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de diversité. Ce que je vous disais, c'est quand même un des points forts du cycle, c'est beaucoup de diversité. Moi aussi, je vous félicite déjà d'être diplômé, d'avoir choisi effectivement ce parcours. Et puis, je vais vous inviter aussi à convaincre tous vos camarades qui n'ont pas choisi ce parcours dans les écoles d'où vous venez, qu'il y a plein de possibilités dans le nucléaire. Vous avez un plus qui sera valorisé en venant chez nous, chez les industriels. Mais on a beaucoup de postes, beaucoup plus que 43 postes. En plus, je pense que ceux qui sont dans la filière militaire risquent de rester dans la filière militaire. Mais donc, faites de la pub pour le nucléaire. Tous vos camarades sont bienvenus également. Et franchement, vous pouvez vraiment vous épanouir. Il y a plein de possibilités et c'est un secteur, ce qu'on a dit. Alors effectivement, c'est avec plus ou moins de facilité de passer d'une société à l'autre, mais il y a aussi beaucoup de parcours riches à l'intérieur de ce secteur. Donc merci beaucoup d'être avec nous, d'être dans cette filière, et on compte sur vous. Merci. Merci. Bien, je vous remercie pour ce moment d'échange, de partage d'expérience. Voilà, de belles perspectives à attendre nos jeunes diplômés avec des grands projets, des défis à le relever. Voilà, on va passer ensuite maintenant à la remise individuelle de vos diplômes. Je vous invite du coup à vous rasseoir dans l'amphithéâtre. Alors, en préalable à la remise des diplômes, je voudrais vous adresser quelques mots, chers diplômés, en tant que directrice de cette formation. C'est toujours un grand honneur, une immense satisfaction et une profonde émotion de vous retrouver pour cette remise des diplômes. Vous êtes donc la 63e promotion du génie atomique. Et je dirige cette formation depuis plus de 4 ans, avec toujours autant de conviction, d'engagement, pour ne pas dire avec passion. Certains diront même que c'est mon bébé. Dans ce cas, vous pouvez être sûr que j'y accorderai toute mon énergie. Mon professionnalisme pour vous garantir sa pérennité, son développement. Je dirige la formation du génie atomique avec conviction et engagement, car elle se nourrit et s'enrichit d'un environnement de haute technicité qui la porte, la stimule pour répondre aux enjeux, aux défis technologiques et sociétés qui sont déterminants et décisifs pour notre avenir, pour votre avenir, et dans lesquels je vous souhaite de vous investir et de vous engager. Je dirige la formation du génie atomique avec conviction et engagement, car elle s'enracine et se nourrit du soutien des industriels engagés à tout niveau. Vous les retrouvez dans vos enseignements, dans l'encadrement de vos projets, dans les visites d'installation, en tant que tuteur ou rapporteur de stage, dans nos jurys, dans nos comités pédagogiques, nos conseils de perfectionnement, et aussi dans nos cérémonies, comme aujourd'hui. Des industriels engagés qui nous permettent de nous assurer que l'on répond à leurs besoins en compétences et vous permettent de vous investir dans tous les métiers de l'industrie nucléaire. Je profite donc de cette cérémonie pour les remercier de leur présence aujourd'hui,
pour les remercier chaleureusement de leur implication dans notre formation. Je dirige la formation du génie atomique avec conviction et engagement, grâce à l'implication de l'ensemble du corps professoral, au service de la formation, apportant leur expertise et partageant leur expérience et leur savoir-faire. Je les remercie également de leur investissement, de leur passion à transmettre et du soutien qu'ils m'apportent pour garantir l'excellence de vos enseignements. Je dirige la formation du génie atomique avec conviction et engagement, car grâce à l'équipe GEA sur les 3 centres de formation, qui œuvrent au quotidien pour vous apporter le soutien pédagogique et administratif à votre réussite. Et je remercie donc avec une attention particulière Mathilde Moiron, Michel Blanc, Loïc Viard, Anne Lorba, Béatrice Jacob-Silvestri, qui vous ont accompagnés cette année. Merci à vous tous. Et pour finir, nous animons la formation du génie atomique avec conviction, engagement, investissement, pour ne pas dire avec passion, grâce à vous, futurs diplômés, qui sans vous, cette formation n'existerait pas. Vous qui vous êtes engagés dans une formation exigeante, avec passion aussi. Vous avez accompli et réussi cette formation non sans peine parfois, pour affronter les 550 heures de cours, de TD, de TP, de projets, les 37 heures d'examen et les 10 à 15 membres d'experts de vos jurys de projets de fin d'études. Il en faut beaucoup de la passion. Que de sacrifices pour partager la vie du neutron. Absorption, ralentissement, multigroupe, autoprotection, Boltzmann, contre-réaction, section efficace, toute une histoire, que pleine de rebondissements et d'événements aléatoires. Mais quand on aime, on ne compte pas. J'aime à vous retrouver à l'occasion de vos soutenances. Ce moment où vous franchissez la dernière marche, celle où vous affirmez votre savoir-faire, votre savoir-être, vous exprimez vos convictions, vous maîtrisez vos savoirs, vous affinez votre projet professionnel. Celle qui vous permet de devenir un ingénieur, un génie atomique, un GA, quoi. Voilà, vous êtes prêts à affronter le monde énergétique, les défis de l'industrie nucléaire, et ce qui compte, et vous serez ce qui compte, qui décide et qui façonne. J'ai pu observer combien l'ingénieur en génie atomique a investi tous les métiers de l'industrie nucléaire, constituant un réseau de professionnels basé sur les compétences reconnues du GIA, ce réseau s'est créé au fil des ans, avec plus de 5000 ingénieurs diplômés et formés par l'INSTN depuis 60 ans. Continuez à façonner ce réseau, maintenez sa renommée, mettez vos compétences et votre savoir-faire au service de l'ensemble de la filière nucléaire, pour chacune des phases de sa vie, de la vie de l'installation nucléaire, de la conception à la construction, jusqu'à l'exploitation et le démantèlement. Voilà, je vous souhaite une réussite professionnelle, une belle et enrichissante carrière, pleine de rebondissements, pour mener à bien vos projets professionnels et personnels et pour vous y épanouir. J'ai été heureuse de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de vous soutenir, de contribuer à votre formation. Soyez les ambassadeurs de notre cher GA au sein de vos futures entreprises et bienvenue dans cette grande famille, prenez en soin. Voilà, maintenant j'invite Thierry Desalleux, le directeur adjoint de l'INSTN, qui va vous remettre vos diplômes, Nathalie Hubert, votre marraine de promotion, à me rejoindre pour cette remise individuelle. Alors, c'est au nom de Michel, qui, de Cadarache, n'a pu se déplacer aujourd'hui, de Béatrice, qui a porté aussi les étudiants de Cadarache au long de l'année, tout comme Anne-Laure et juste avant Elisabeth, et moi-même ici sur Saclay, que nous allons commencer à vous donner vos diplômes pour vous accueillir dans notre grande famille. Je suis ravie d'être là, je suis ravie de tous vous appeler un par un, et on va commencer avec Jérémy. Jérémy, bienvenue. Tu viens de Cadarache. On t'a demandé, comme à tous tes camarades, de définir le génie atomique en 3 mots. Excellence, ambiance, carte. Donc, on voit que le génie atomique, on travaille, on s'investit, mais on se détend aussi. Félicitations.
Nicolas Berthaud, bienvenue. Tu as quitté ta Normandie. Tu as parcouru peut-être la France un peu, finir tes études académiques à Saclay. Et puis tu es retourné en Normandie pour faire ton stage, qui s'est très bien passé. Donc j'en suis ravie pour toi. Je vois que la neutronique t'a marqué, hein. Boltzmann, Batman, Russ, que des noms. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas te traumatiser toute ta vie et que tu auras une belle carrière à partir d'aujourd'hui. Félicitations. Clément, bienvenue. Clément Blériot de Cadarache. Toi, tu définis le GA en 3C. Les cartes, la cantine, je crois que ça c'est l'esprit de corps et de groupe. La cantine, parce que vous vous êtes tous régalés cette année. Et surtout la Chine, tu es un de nos globetrotters qui est parti si loin, qui a vécu une expérience, je pense, inoubliable. J'espère que tout ce que tu as appris cette année te conduira et te mènera dans une belle carrière. Félicitations. Peut-être la photo. J'appelle maintenant de Saclay Rebecca Born, bienvenue à toi. Mais si, il y a une vie sociale, GA. On s'y fait des relations, bien sûr, des relations pour sa carrière, mais on s'y fait aussi plein d'amis qui vont rester avec toi tout au long de ta carrière. Bienvenue parmi nous et félicitations. Alors, bienvenue à Kim Lee, qui nous vient de très très loin. Tu es une de la première et la seule que je connaisse des GA qui viennent de Polynésie. On est ravis de t'avoir compté parmi nous cette année. Je t'ai jamais vu danser, mais c'est pas grave. Et par contre, moi, je t'ai vu t'épanouir toute cette année. Donc, félicitations, bon courage pour ta carrière et bienvenue. Félicitations pour le GA. Bienvenue dans la famille. Après un PFE en Chine tout à l'heure, maintenant nous allons accueillir Abdelkader Fayed, qui lui est parti aux États-Unis pour son stage. Donc un autre globetrotter qui lui aussi a été marqué par l'électronique avec Batman. Alors Batman, il y a différents moyens de l'apprécier, que ce soit sur les écrans de télé ou que ce soit en rajoutant un petit E avec nos équations. Que ce soit l'un ou l'autre, on espère que dans le futur, tu les apprécieras tout autant. Félicitations. Nous accueillons maintenant Paul Fernet qui venait de Cadarache. Exigence, excellence, passion. Eh bien, tu as employé les mêmes mots que la directrice tout à l'heure. Donc, ça montre bien que tous ici, quand on fait le GA, eh bien, on s'implique et on te souhaite de t'impliquer au maximum et d'en profiter dans ta carrière de futur GA, où que tu ailles. Félicitations. Bienvenue à Gabriel Frontier de Saclay.
Mais fini les examens du lundi. Bon, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir dormir le lundi matin parce que je te souhaite de te réveiller de bonne humeur pour aller travailler à Naval Group et de profiter des crêpes de la Bretagne. Bienvenue dans la famille du géant. Bienvenue maintenant à Paul Gilles. Donc, heureusement que c'est que le bras que tu t'es cassé aux États-Unis. Ça aurait été plus compliqué pour se déplacer, venir nous rejoindre. On est ravis que tu sois là. Bon, refaire le GA, une fois, je crois que ça suffit. Et que ça va te permettre de t'épanouir dans la suite au sein de l'équipe de ton choix. Bienvenue dans la famille. J'accueille maintenant le délégué de Saclay, Victor Gut. Donc oui, tu es celui qui a écrit que le génie atomique dans Téléfinion, c'était une famille. Donc on te souhaite dans ton prochain poste de retrouver cette famille, de l'agrandir et de répandre le GA partout où tu iras. Félicitations à toi. Guillaume Jean, qui était à Saclay. Bon, tu es parti de Toulon, tu es monté à Saint-Étienne, et puis à Paris. Bon, bah, il ne te reste plus qu'à aller dans le nord, et tu auras fait du nord au sud pour le génie atomique. Bon, il ne faut pas oublier l'est et l'ouest. Je te souhaite de t'épanouir où que tu sois dans ton futur poste GA. Félicitations. J'accueille maintenant Yifeng Jiang. Félicitations à toi parce que tu es non seulement un GA, mais tu es aussi le major de la promotion. Donc bravo à toi, où que tu sois, je suis sûre que tu t'épanouiras et tu en profiteras. Alors Mohamed, toi aussi tu fais partie de ces étudiants qui aimaient jouer aux cartes, mais qui ça n'empêchait pas le sérieux. La campagne, tu aimes ça? L'agent de sécurité, pourquoi pas? Le parking du Tricastin. Tu gueules toi, mais tu restes dans le sud, je crois. Donc profites-en, et puis reviens pour le GA, épanouis-toi dans le GA. Félicitations. Nous accueillons maintenant Alban Martinez. Toi, on se souviendra de toi pour ton investissement dans le GA, mais aussi pour le GA, parce que tu as lancé pas mal d'actions, que ce soit dans ton école ou à l'intérieur de ta promo, pour que tout se déroule au mieux. Donc merci à toi et félicitations pour la suite de ta carrière. J'appelle maintenant encore un étudiant de cadrage, Mehdi Moravi.
Donc, la bonne humeur et le soleil. On a du soleil aujourd'hui à Saclay, donc t'es pas trop dépaysé. J'espère que le soleil du Sud t'accompagnera partout au cours de ta carrière. Bienvenue dans la famille du GER. Donc maintenant, de Saclay, Jean-Baptiste Pacassio-Comte. Et non, la neutronique, il n'y a pas que ça dans la vie, heureusement. J'espère que toi non plus, ça ne va pas trop te traumatiser. Et puis, profites-en, écoute. Bienvenue dans la famille des GA, félicitations. Morgane, bienvenue parmi nous, dans la famille du génie atomique. L'avenir, tu décris le génie atomique comme l'avenir. Et bien, l'avenir, ça passe aussi par l'accueil de jeunes femmes comme toi qui vont faire une belle carrière, où que ce soit, et on te souhaite le meilleur pour ta thèse. Bonjour, je m'appelle Alvaro. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas français. Je viens de Madrid et je suis venu pour faire un échange à Paris. C'est pas si loin quoi. Non mais honnêtement j'adorais les GA. Les profs étaient sympas, mes collègues aussi, j'ai appris beaucoup. En général, je crois que je me suis bien intégré. Je crois qu'il n'y a pas eu une relation si proche entre la France et l'Espagne depuis l'époque de Napoléon. C'est une blague. Je profite de cette vidéo pour remercier Constance, Mathilde et Anne-Laure et profs de génie atomique pour leur travail et pour souhaiter beaucoup de courage à la nouvelle génération de génie atomique. À bientôt. Félicitations à toi, Alvaro. Et bon courage pour ta thèse. Kevin, le Cadarache. Kevin, le passionné. La consécration, ça y est, tu y es. T'as ton diplôme. Bravo, bienvenue dans la famille. Enrique, j'ai le plaisir que tu sois là. Je t'ai vu progresser tout au long de l'année, surtout en français. Donc, je suis ravie que tu te sois épanoui. Même si tu retournes en Espagne pour le moment, j'espère que tu nous reviendras et que tu feras une belle carrière dans le nucléaire, qu'elle soit en Espagne ou qu'elle soit en France. Félicitations. Soy Enrique San José Díaz y este año he tenido el placer de seguir la formación SHEA en el INSTEAN de Saclay. Antes de venir aquí, estudié un grado en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid. A continuación, comencé un máster sobre el mismo tema y tuve la posibilidad de entrar en un plan de doble titulación con el INSTEAN. En este curso he recibido una fuerte formación teórica, principalmente en los campos de la neutrónica, la termohidráulica y la ciencia de materiales. Posteriormente hemos estudiado otras asignaturas con un enfoque más práctico, con las que he podido ver las muchas salidas laborales del sector nuclear.
Tras las clases, he realizado unas prácticas en el CEA Saclay relacionadas con el desarrollo de un reactor a espectro rápido refrigerado por gas. Sí, valoro muy positivamente el haber cursado esta formación y se la recomendaría a cualquiera que estuviera interesado en el campo de la ingeniería nuclear. Bravo, félicitations. Et les étudiants présents aujourd'hui, félicitations à tous, ne sont pas les seuls à être diplômés. Il y a quelques absents qui poursuivent des cours et n'ont pu se déplacer ou ont tout simplement trouvé un travail. Donc nous avons bien sûr une pensée pour eux. Et n'oublions pas aussi tous nos camarades de Cherbourg, de l'école atomique, qui eux ne sont pas là tout simplement parce qu'ils sont sur leurs nouvelles affectations. Donc à Cherbourg, ils étaient 15, donc 15 GA à applaudir. Et sont également diplômés de Saclay et de Cadarache. Donc il y a Angélica Alves, Marwan Bouabidi, Carole Châtel, la déléguée de Cadarache, Baptiste Laharotte, Yves Robert et Paul Serin qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Merci pour eux. Donc merci à vous d'être là pour encourager nos étudiants. Je te laisse la parole à Constance. Voilà, nous arrivons au terme de notre cérémonie. Un grand merci à vous tous pour votre participation et votre implication. Un merci particulier à Nathalie Hubert, qui est la marraine de notre promotion et que je tenais à remercier particulièrement. Merci Nathalie. Voilà, donc on va finir la... Voilà, maintenant que toutes les épreuves sont terminées, vous avez face à vous la plus dure à réussir, le jeté de chapeau sous contrôle de distance. Bon, vous serez noté sévèrement à l'issue de cette épreuve, donc on vous recommande la plus grande prudence. Bravo.